Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Champ de bataille, la série. Lors de notre dernier épisode sur la bataille de la Marne de 1914, vous avez été plusieurs à nous dire « Mais pourquoi vous n'avez pas parlé des atrocités contre les civils, notamment en Belgique ?» Et c'est vrai que c'est un sujet capital, mais en 52 minutes, on doit faire des choix et on ne pouvait pas tout traiter. Alors aujourd'hui, on va justement revenir sur ce début de guerre particulièrement brutal pour les populations civiles. Si vous aimez nos vidéos, pensez à vous abonner, liker et commenter, ça nous aide énormément. Et si vous voulez aller encore plus loin et nous soutenir dans la production des prochains épisodes, vous pouvez nous aider sur Tipeee. C'est une plateforme de financement participatif 100% française et chaque contribution compte. Le lien est en description de cette vidéo. Alors maintenant, place à l'histoire. Il est intéressant de noter d'abord que dès le début du conflit, la propagande, notamment en France, a présenté le soldat allemand comme un ivrogne, un pillard, un tueur et un violeur. Vous me direz, mon cher Serge, c'est un lieu commun de toutes les guerres de présenter l'ennemi comme le pire des barbares, et vous aurez raison. L'union nationale est souvent à ce prix, mais la réalité de ce début de conflit montre toutefois que l'image décrite par la propagande dès l'automne 1914 n'était pas loin de la réalité de terrain. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclate et la Belgique se retrouve prise dans la tourmente. L'Allemagne, pour envahir la France, traverse ce petit pays neutre et rencontre plus de résistance que prévu. Exaspérés, stressés et paranoïaques, les soldats allemands vont commettre une série d'atrocités contre la population civile. Pour les civils belges puis français, c'est véritablement un été de terreur qui commence. Jugez par vous-même. En quelques semaines, près de 6427 civils belges sont massacrés dans des représailles sanglantes, souvent sans la moindre preuve d'hostilité de leur part. Or, nous pouvons affirmer aujourd'hui que ces massacres sont loin d'être des accidents. Dès les premiers jours, les troupes allemandes sont nerveuses. La résistance acharnée de l'armée belge, notamment lors du siège des forts de Liège, et les contre-attaques françaises ralentissent l'avancée allemande et exacerbent la frustration du haut commandement du Kaiser. S'ajoute à cela une volonté de terreur assumée par certains officiers allemands. Pour eux, comme le préconisait le stratège prussien Clausewitz, il faut frapper aussi les populations civiles afin d'accélérer la reddition de l'ennemi. Des ordres circulent exigeant que tous les hommes en âge de porter les armes, surpris dans les zones d'opération, soient exécutés sur le champ. Ces mêmes officiers entretiennent auprès de leurs hommes le souvenir de la guerre de 1870 qui avait eu lieu contre la France, au cours de laquelle des civils français avaient pris les armes contre l'envahisseur, notamment dans les Vosges. Alors, au moindre départ de coup de feu, les soldats du Kaiser pensent qu'ils sont pris à partie par des francs-tireurs, c'est-à-dire des civils supposés mener une guerre de guérilla contre l'occupant. En réalité, presque aucun civil belge ne prendra les armes. La garde civile, qui était en uniforme, a été intégrée à l'armée régulière. Mais les rumeurs de l'existence de francs-tireurs vont tout de même se propager parmi les soldats allemands qui sont épuisés et nerveux. Moralité, la panique s'installe. Des soldats se tirent même dessus, par erreur, et plutôt que d'admettre leur bavure, eh bien, ils préfèrent accuser les plus vulnérables et les moins susceptibles de se défendre, c'est-à-dire les habitants. Dans un mélange de peur, de panique et de brutalité délibérée, eh bien, l'armée allemande va exécuter des familles entières, va incendier des villes et détruire des trésors culturels. Parmi ces tragédies, 3 événements sont particulièrement marquants: Andenne, Dinant et Louvain. Je vous raconte. Le 20 août 1914, les Allemands entrent dans Andenne, une petite ville sur les bords de Meuse. Ils sont très fatigués, très stressés et prêts à en découdre. Soudain, des coups de feu éclatent. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent et personne ne saura jamais. Les Allemands, eux, sont vite convaincus que les habitants leur tendent un piège. Et immédiatement, ils réagissent avec une brutalité extrême en rassemblant les hommes dans la rue et en les fusillant
sans aucune forme de procès. Mais ce n'est pas tout. Ils incendient des maisons, pillent et sèment la terreur. Dans une proclamation affichée à Liège le 22 août, le général von Bülow lui-même reconnaît la sévérité de la répression. Il affirme que la population d'Andenne a attaqué ses troupes de la manière la plus traîtresse et qu'en représailles, la ville a été brûlée et 110 personnes ont été fusillées. En réalité, environ 262 civils ont trouvé la mort ce jour-là. Les enquêtes montreront plus tard qu'il n'y avait aucune rébellion de la part des habitants. Ils ont simplement été au mauvais endroit, au mauvais moment. 3 jours plus tard, le 23 août 1914, c'est au tour de Dinant, une ville paisible, au bord de la Meuse également, d'être frappée de plein fouet. Ici, les Allemands affrontent les troupes françaises qui résistent vaillamment. Au cours de la matinée, les Allemands subissent des pertes sévères sous le feu de l'artillerie et des tireurs français postés sur les hauteurs situées sur l'autre rive du fleuve. Mais les soldats du Kaiser, encore une fois, s'imaginent que les civils se joignent au combat. Ce qui suit est l'un des pires massacres de la guerre. Sur la rive droite de la Meuse, au quartier dit Les Rivages, un groupe d'environ 77 otages est rassemblé. Il comprend de nombreuses femmes, des enfants. Tous sont abattus. Plus au centre de Dinant, près de la collégiale Notre-Dame, des familles entières sont chassées de chez elles et alignées contre un mur. 19 hommes sont sélectionnés et fusillés sur le champ. Puis plus tard, le capitaine Wilhelm von Leuben ordonne de séparer tous les mâles âgés de plus de 15 ans du reste des habitants pour les exécuter par petits groupes. Les scènes rapportées par les survivants sont d'une extrême atrocité. Les rapports d'enquête recueillis par le diocèse de Namur, peu après le drame, dressent la chronique d'une journée d'horreur. Au total, 664 personnes sont massacrées en quelques heures. Certains survivants racontent comment des bébés ont été tués d'une balle en pleine bouche ou comment des jeunes filles ont été exécutées sous les yeux de leurs propres parents. En fin de journée, la ville de Dinant est la proie des flammes, totalement vidée de ses habitants. Près de 90% de la cité est détruite, un véritable désastre. Ce massacre de masse, le plus meurtrier de la campagne de 1914 en Belgique, choque profondément l'opinion. Le général von Hausen, qui commandait la 3e armée responsable de Dinant, notera dans ses mémoires son dégoût devant la tuerie, un aveu très tardif qui contraste avec l'attitude générale du haut commandement allemand, enclin à justifier ces violences comme une nécessité militaire. 2 jours après Dinant, c'est au tour de la ville universitaire de Louvain, connue pour sa prestigieuse bibliothèque, d'être plongée dans la tourmente. Et là encore, tout part d'un simple malentendu. Depuis le 19 août, les troupes allemandes occupent Louvain sans rencontrer de résistance de la part de la population. Mais le 25 août, des soldats allemands, pris de panique, tirent par erreur sur leurs propres hommes. Mais au lieu de reconnaître leur erreur, ils s'acharnent sur tous les habitants. La suite des événements est un véritable chaos. Les Allemands mettent le feu à la ville, ils font sortir les gens de leurs maisons, les exécutent ou les chassent à coups de baïonnette. Vers 23h30, le 25 août, un détachement met le feu délibérément à la prestigieuse bibliothèque de l'Université catholique de Louvain, située dans le grand hall du XIVe siècle. Le brasier, qui va durer plusieurs jours, anéantit environ 300 000 livres et manuscrits, dont des incunables précieux datant du Moyen Âge. C'est un choc pour le monde entier. Le lendemain 26 août 1914, les habitants sont expulsés de force. Environ 42 000 personnes sont jetées sur les routes et beaucoup ne savent même pas où aller. 1500 sont déportés dans des wagons à bestiaux vers l'Allemagne et internés au camp de Münster jusqu'au mois de janvier 1915. Quand tout se calme enfin, 248 civils sont morts et 20% de la ville est partie en fumée. Parmi les victimes figurent notamment 2 éminents professeurs de l'université qui ont été accusés à tort d'avoir coordonné une prétendue révolte. Le recteur du collège américain de Louvain, témoin direct des atrocités, a pu être secouru par le ministre américain en Belgique, Brandt Whitlock,
Et ce dernier rapporte dans une lettre proprement bouleversante les mots du recteur qui décrit des meurtres, la lubricité, les pillages, les incendies, le saccage, l'expulsion et la destruction de la ville auxquels il a assisté en étant totalement impuissant. Alors, comment expliquer tous ces massacres et pourquoi ces violences qui sont somme toute habituelles au cours de toutes les guerres? Il y a plusieurs raisons. D'abord, une peur irrationnelle envers les civils armés, largement exagérée par les rumeurs et la panique qui a engendré parmi les soldats une véritable paranoïa. Cette croyance erronée a été qualifiée de malentendu sincère par des historiens. Les troupes allemandes étaient convaincues d'être la cible d'une guérilla populaire généralisée, alors qu'il n'en était évidemment rien. Les enquêtes historiques menées après-guerre ont établi qu'aucune résistance civile organisée n'a eu lieu en Belgique en 1914, en dehors de rares cas isolés. Ensuite, l'application proprement brutale d'une stratégie de terreur de l'armée allemande. Comme je vous l'ai déjà dit, certains officiers pensaient que brutaliser les populations locales les empêcherait de résister. À Dinant, les soldats de Saxonie avaient reçu une instruction très claire: brûler Dinant et tuer tous ses habitants, comme l'a témoigné un prêtre prévenu par un officier allemand la veille du massacre. Les troupes agissent donc sciemment sur ordre plutôt que sous le seul coup de la panique. Un soldat allemand fait prisonnier après Dinant a d'ailleurs avoué: on nous a donné l'ordre de tuer tous les civils qui nous tiraient dessus, mais en réalité, les hommes de mon régiment et moi en vont tirer sur tous les civils que nous trouvions dans les maisons d'où nous pensions avoir essuyé des tirs, mais nous avons tué des femmes et également des enfants. Plusieurs historiens contemporains, comme John Horn ou Alan Kramer, ont analysé ces événements comme le produit d'une psychose de guerre combinée à une volonté punitive délibérée. L'historien belge Axel Tixhoorn va jusqu'à suggérer que les massacres répondaient à une stratégie de terreur que lui considère comme étant préméditée. Mais qu'ils aient été spontanés ou encouragés, ces massacres constituent, dans tous les cas, de flagrantes violations du droit international en vigueur à cette époque et des crimes de guerre caractérisés. Et leur impact international va être juste énorme. Dès septembre 1914, le sort des villes martyres belges est largement médiatisé. Le gouvernement belge en exil publie des livres gris compilant les témoignages sur les violations du droit des gens. Les récits des rescapés d'Andenne, de Dinant ou de Louvain provoquent une onde d'indignation internationale. Le pape Benoît XV est même informé du massacre de Dinant par l'évêque de Namur dès la fin du mois d'août 1914. Les journaux alliés dénoncent la barbarie prussienne. En Grande-Bretagne, le Premier ministre H.H. Asquith s'indigne de l'incendie de Louvain, la pire action commise par les Allemands selon lui jusqu'à présent et qui rappelle les heures les plus sombres de la guerre de 30 ans. La presse parle d'un viol de la Belgique, une image très frappante, popularisée par le New York Tribune et reprise par le Daily Mail qui titre fin août sur l'Holocauste de Louvain. Dans les pays neutres, ces événements font basculer l'opinion contre l'Allemagne. Aux États-Unis, par exemple, isolationniste en 1914, la sympathie pour la cause des Alliés grandit à la lecture des rapports sur les atrocités belges. L'Allemagne tente de son côté de se défendre également face à ce désastre diplomatique. En octobre 1914, 93 intellectuels allemands signent un manifeste niant tout crime et justifiant l'action de leur armée en Belgique. Le gouvernement impérial publie en 1915 un livre blanc affirmant que les troupes allemandes avaient été assaillies par une population fanatique et n'avaient fait que répondre à des attaques injustifiées, c'est-à-dire finalement à se défendre. Ces tentatives de justification ne convainquent guère hors des frontières de l'Allemagne. Une commission d'enquête britannique dirigée par Lord Bryce rend en 1915 un rapport accablant qui compile des centaines de témoignages et conclut à la réalité des atrocités allemandes de 1914. Après la guerre, le traité de Versailles inscrit la responsabilité de l'Allemagne dans ses actes et prévoit des poursuites. Néanmoins, peu de responsables seront effectivement jugés.
un procès tenu à Leipzig en 1921 contre des officiers impliqués dans le massacre de Dinant se solde par des acquittements, faute de témoignages allemands. Cette sentence indigne évidemment la Belgique. Aujourd'hui encore, Andenne, Dinant et Louvain portent les cicatrices de ces massacres. En Allemagne, il a fallu des décennies pour que ces crimes soient pleinement reconnus. Et ce n'est qu'en 2001 qu'un représentant du gouvernement allemand s'est excusé officiellement à Dinant. Les massacres d'août 1914 en Belgique constituent un chapitre important, si ce n'est primordial, de l'histoire de la Grande Guerre. Ces événements tragiques y occupent une place à part, en incarnant la rupture avec l'idée d'une guerre qui aurait été chevaleresque. Pour la première fois, à une telle échelle en Europe de l'Ouest, des populations civiles innocentes ont été massivement prises pour cible dès les premières semaines de guerre, annonçant les terribles exactions contre les civils qui marqueront le XXe siècle et la Seconde Guerre mondiale. Mais le souvenir de ce mois d'août 1914 en Belgique demeure un appel à la vigilance. Il rappelle que la guerre, dès qu'elle s'affranchit des lois et de l'humanité, peut basculer dans la barbarie la plus abjecte. Je remercie donc chaleureusement les spectateurs de Champ de bataille qui m'ont suggéré d'aborder ces événements. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous mets les références des ouvrages et des articles que j'ai consultés en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce nouvel éclairage et merci pour vos remarques, vos commentaires et vos sollicitations. La chaîne Champ de bataille existe grâce à vous. Sans vous, impossible de produire des contenus de qualité en toute liberté. Chaque contribution sur Tipeee nous aide à financer la préparation, les recherches historiques, l'écriture, les tournages, les séquences 3D et la post-production des petits et des grands épisodes. Rejoignez-nous et faites partie de l'aventure Champ de bataille. Likez, partagez et abonnez-vous pour faire grandir notre communauté. À très bientôt sur Champ de bataille, la série.